Bien bonjour à toutes et à tous et bonne année pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute lundi dernier. Donc, pour commencer cette année, on va la débuter avec Bernard Lesfargue. Alors, Bernard Lesfargue, bon, est quand même connu, il a tenu des rubriques occitanes publiées dans le journal Sud-Ouest de 1987 à 1990 et l'IEO, c'est-à-dire l'Institut d'études occitanes Périgord, a eu la bonne idée de rassembler tous ces articles dans un livre, comme je dis, bilingue, Zou Chomiopa, si vous ne le saviez pas, et donc c'est bilingue. Alors, on va s'intéresser évidemment à ces rubriques occitanes publiées dans le journal Sud-Ouest qui a laissé, je crois d'ailleurs, tous ses droits. Mais avant cela, je voudrais évoquer quand même un souvenir personnel avec Bernard Lesfargue, et on va faire connaissance un peu avec sa biographie qui a été prise sur Internet tout simplement. Alors Bernard Lesfargue est né en 1924 et il est décédé en 2018. Alors il s'appelle en réalité Abel Bernard Lesfargue à l'état civil et il est né à Bergerac dans le quartier populaire où son père était marchand de bois et de charbon. Il a passé une grande partie de sa vie à Paris, puis à Lyon, où il était professeur agrégé d'espagnol. Il demeura attaché à la langue et à la culture de son Périgord natal, où il revient à la fin de sa vie. Alors il est élève à Hippocagne, en Cagne, à Paris, au sortir de la guerre. Le sentiment d'exil le rapproche des cercles occitanistes présents dans la capitale. Alors il y a les amis de la Languedoc, où il fait la connaissance de personnalités importantes du mouvement occitan en pleine reconstruction. Alors on va les citer, il y a Pierre-Louis Bertrand, Jean Le Saffre, Jean Mouzat, Henri Espieux, Bernard Mancier, qui est peut-être le plus connu. Alors il participe à l'aventure de l'Institut d'études occitanes, nouvellement créé à Toulouse, et rencontre Robert Laffont, qui s'affirme vite en tant qu'écrivain, autant que militant, comme une personnalité centrale de la jeune génération occitane, évidemment. Alors, après avoir obtenu l'agrégation d'espagnol, donc Bernard Lesfargue, il enseigne à Paris, puis à Lyon, où dans le sillage de mai 1968, il ouvre un cours d'occitan. Dès 1946, il crée un éphémère mais important revue poétique qui fait la part belle à la poésie et à la critique littéraire. Et ça, cette revue s'intitule Les Cahiers du Triton Bleu. Alors, les tritons, je connais certains, on les voit quand il pleut beaucoup, et je ne sais pas s'ils sont bleus. Mais donc, cette critique littéraire s'appelait Les Cahiers du Triton Bleu, alors, dans lequel il publie des poèmes en occitan de la jeune génération et surtout une anthologie de la jeune poésie occitane qu'il co-dirige avec Robert Laffont. Alors, Les Cahiers du Triton Bleu, Paris, ça a été édité par Chapiot en 1946. À la fin des années 70, il anime avec son ami et complice Jean-Marie Ozias, Philippe Gardy et Jean-Paul Saissac, ou encore Joseph Mestre, la revue de création et de critique littéraire occitane Jorde, c'est-à-dire La Journée, qui dirige avec l'écrivaine Roselyne Roche. Alors c'est à Lyon qu'il crée en 1975 la maison d'édition Fédérope, qui le suivra ensuite en Périgord. Fédérope édite les écrivains du monde entier et notamment des compagnons de la littérature occitane comme Max Rouquette, Bernard Mancier ou Philippe Gardy, ce qui est déjà un beau trio. Et il est également reconnu comme un traducteur pionnier en ayant traduit en français les plus grands écrivains castillans ou catalans du XXe siècle. Alors, comme écrivain occitan, il publia plusieurs recueils poétiques à la suite du Cap de l'Aille, c'est-à-dire la tête de l'eau, collection Messages IO en 1952. Une partie de ces archives sont conservées à l'université autonome de Barcelone, où une bibliothèque porte son nom. Voilà. Alors, c'est quand même une belle reconnaissance. Alors, donc on va, avant de rentrer dans le détail de Jouchomiopa, vous ne le saviez pas, de Bernard Lesfargue, donc publié par l'IEO Périgord et dans la presse fédéraliste, je voudrais évoquer un souvenir personnel. J'ai rencontré Bernard Lesfargue, c'était en 1996 à Montpazier, au cours d'un colloque Sandrard au pays de Jean Galmot. Alors, bien sûr, on connaît tous plus ou moins Sandrard. Jean Galmot en a déjà parlé à ce micro. Et voilà ce que disait Sandrard de Jean Galmot.
Et c'est qu'il a lui-même compté, donc, comme je disais, Blaise Cendrars vit entrer dans son bureau un personnage grand, mince, presque ascétique. C'était Jean Galmo, journaliste, poète, mais aussi orpailleur, planteur, armateur et distillateur. Après avoir enquêté à Montpazier, le lieu d'origine de notre aventurier, Cendrars écrivit son histoire dans ce qui fut son dernier roman, Rome. Alors, ça s'intitule Rome ou l'aventure de Jean Galmo. Alors, cet ouvrage propose des analyses de Rome, des reportages de Blaise Cendrars, la pratique journalistique et un continent inexploré, Rome. Alors, il répond à cette définition sous le premier titre, l'affaire Galmo, et dans sa première version, l'histoire de Jean Galmo, qualifiée par son auteur de roman, cependant que son héros est comparé à Don Quichotte, le héros du roman, et qui compare à Don Quichotte, excusez-moi, le héros de roman détruit par les romans. Alors, du roman au reportage, Cendrars met en jeu la définition de la littérature, telle fonction du seul texte ou du contexte de publication du public de la lecture. Quand du feuilleton, le texte passe à l'édition, change-t-il de statut et donc de sens? La littérature se dénature-t-elle dans le journalisme? Qui s'y ressource? Telles sont les questions débattues dans cet ouvrage issu d'un colloque tenu en 1996 à Montpazier, ville natale de Jean Galmo. Donc, j'ai participé à ce colloque et Bernard Lesfargue, évidemment, y a participé. Alors, après, comment je pourrais dire, après avoir fait l'éloge de la recherche de champignons qu'il avait rencontré pendant son voyage jusqu'à Montpazier, et il a fait cet avant-propos donc intitulé Galmo et l'exotisme, et donc bien sûr signé Bernard Lesfargue. Alors, je vous en donner, c'est assez court, je vais vous en donner la lecture, ça m'évoquera quand même pas mal de bons souvenirs également. Alors, je dois dire que, comment je peux dire, c'est les rapports donc de ce colloque qui était sous la direction de Michel Touré et a été publié dans Interférence, donc en 1998. Alors voici l'avant-propos Galmo et l'exotisme de Bernard Lesfargue. C'est à Rabelais, cet l'ensemble créateur de mots que nous devons l'adjectif exotique. Dans le quart livre, chapitre 2, on lit. Alors c'est un ancien français. A donc descendit on Havre, contemplant ce pendant que les hommes neufs faisaient grand aigade divers tableaux, divers tapisseries, divers animaux, poissons, oiseaux et pauvres marchandises exotiques et pérégrines qui étaient en l'allée du Môle et par les halles du port. Voilà. Alors, donc, il poursuit ainsi, nous sommes dans un port, ce qui n'a rien à nous étonner, tant l'exotisme est lié aux routes maritimes et à ces îles réelles ou imaginaires ancrées et baladeuses dont on pressent l'existence au-delà de l'horizon. Des îles où on apportera de beaux et jeunes unicornes et tarentes et d'autres animaux pérégrins. Que l'exotisme ait existé bien avant que Rabelais ne le nommât, aucun doute. Du dévissement du monde à Jean Lévy, longue est la liste des voyageurs qui, revenus de terre jusque-là inconnus, consacrent le reste de leur âge à écrire ou décrire. Mais je l'appellerai l'exotisme conscient, né dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est le temps des chansons Madécas, Évariste Parny et Paul et Virginie, ce si lénifiant chef-d'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre. L'engouement pour l'exotisme littéraire sera au fur et à mesure des progrès que fera la connaissance des terres tout au long du XIXe siècle, et surtout cet engouement qui ne peut être dissocié de la gigantesque entreprise de colonisation de l'Afrique et de l'Asie par laquelle tant de pays européens consacrent leurs forces. Dès la fin du siècle, on ne compte plus les livres de voyage, les romans à thème exotique, les auteurs citons pêle-mêle Pierre Loti, Jules Verne, Victor Ségalen, Jean Boissière, Jean A. Jalbert, Louis Hémon, Jérôme et Jean Tarot, etc. En 1921, le genre culmine. Blaise Cendrars publie l'anthologie Nègre de René Maran, originaire de la Martinique, qui obtient le prix Goncourt pour son roman sur les indigènes d'Afrique noire. Batouala
9 ans plus tard, le Goncourt couronne une nouvelle fois le roman colonial Malaise d'Henri Fauconnier. Voilà. Alors Henri Fauconnier, on y reviendra peut-être un de ces jours. Alors donc Bernard Lessargue continue cet exposé ainsi. L'exotisme est si omniprésent dans nos lettres que Rachid, alors on va retrouver le Périgord, la vigilante critique de romans dans le Mercure de France finit par s'insurger contre les morbidesses et exotiques en chambre que nous avons la mauvaise habitude d'admirer sans contrôle. N'oublions pas que ces lignes datent de janvier 1922 et que c'est la fin de l'année précédente que le Goncourt a été attribué à René Maran, dont nous avons déjà parlé. Rachid se déchaîne, ce véritable roman nègre, écrit par un nègre admirateur colonial, homme fort, expert à la manière noire, n'oserait plus croire de la sorte aujourd'hui. Également, dans cette coulée d'exotisme, il se laisse porter par le courant, le premier de ces deux romans, Quelle étrange histoire, me semble révéler de l'exotisme que par la seconde partie, la première, par son cours alenti de son symbolisme languissant, est aujourd'hui à peine lisible. Insupportable, Henri Bachelet, romancier, que l'on ne lit plus guère, avait lui aussi la dent très dure. Il écrit dans une lettre à Rachid qu'il n'y a pas de meilleur exemple de la mauvaise influence du symbolisme sur un cerveau de crétin de Xavier Privat. Galmo en serait un autre, avec complication, si j'ose dire, de Loti et peut-être d'Estonier, que les choses voient. Voilà, bon, alors je continue, voilà, il me reste quelques minutes, et ce texte se continue ainsi, lorsque paraît un mort vivait parmi nous, Rachid, encore elle, avec son acrimonie habituelle, écrit dans le Mercure de France du 15 juin 1922. Je n'aimais pas beaucoup l'étrange histoire, cet Indien, donc l'étrange histoire de Galmo, cet Indien à la fois symbolique et inexistant qui entraîne tout le monde sur l'Eldorado et sépare les hommes d'une néfaste placère par la présence d'une femme et une bonne création de poète. Mais quel tableau de nature exotique, quel merveilleux paysage de rêves d'opium hantés d'animaux bizarres, d'oiseaux diaprés, de reptiles effarants. Mais je ne pense pas du tout que ce poète puisse être coupable d'autre chose que d'avoir un peu trop rêvé à l'ombre dangereuse de forêts tropicales. Et donc le texte se poursuit ainsi, conclusion ambiguë s'il en est, mais tout le monde alors crie haro sur Galmo. D'ailleurs Rachid ne commence-t-elle pas sa recension en parlant de l'auteur de l'affaire des Roms. Quoi qu'il en soit, ce second roman est intéressant, toujours lisible, même s'il est écrit dans une prose truffée d'alexandrin et s'il s'insère naturellement dans un exotisme qui défère là sur les lettres françaises. Il semble pourtant qu'on aurait intérêt à comparer un mort vivait parmi nous au Vénézuélien Romuldo Gallegos et au Colombien José Estebio Rivera. Sans doute apercevrait-on que Galmo est aussi et d'abord un écrivain sud-américain. Alors ça, c'est une vue toute personnelle de Rachid. Alors, plus tard, comment je pourrais dire, alors, le Périgord du XIXe siècle, ça se termine ainsi, et jusqu'à la guerre de 1914, une société close dont Eugène Leroy est le chantre, l'écrivain emblématique, les individus qui refusent de s'enfermer et de calquer leur vie sur celle de leurs ancêtres prennent donc, par contraire, beaucoup de relief. C'est à l'intérêt qu'on attache en Périgord, où Antoine Aurélie de Tounès, personnage aussi fort qu'excentrique, ce roi d'Araucanie de Patagonie n'a fait que trop rêver ses compatriotes et leur a permis d'imaginer en leurs veines couler le sang des aventuriers. En Périgord, on se flatte donc bien volontiers d'avoir vu naître de nombreux coureurs du vaste monde. Et si on y regarde de près, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas si nombreux que cela et les régions voisines en comptent peu ou pour autant. Alors Jacques Galmo fait bonne figure dans cette liste qui va de Tounès en François Augérias. L'exotisme, oui, assurément, mais plus que l'exotisme de son œuvre, c'était l'étrangeté de sa vie même, qui surprend et qui séduit. L'exotisme, c'est dans son cœur et dans ses tripes que Galmo le portait. Voilà. Alors ça, c'était un extrait de l'avant-propos de Bernard Lessargue qui avait été fait pour le colloque Blaise Sandra au pays de Jean Galmo. Voilà. Je crois que mon temps est imparti. Je vais vous quitter pour aujourd'hui et rendez-vous à lundi prochain et couvrez-vous parce qu'il ne fait pas très très chaud. Au revoir.